Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour ce grand rendez-vous de l'information. Voici les faits marquants du jour. Les présidents de Djibouti et d'Égypte ont échangé lors d'un entretien téléphonique pour discuter des enjeux régionaux et renforcer les liens de coopération entre les deux pays. L'UNICEF dénonce la fermeture de l'agence onusienne d'aide aux réfugiés palestiniens, la qualifiant de nouvelle façon de tuer des enfants à Gaza face à une crise humanitaire qui s'aggrave dans la région. Avant de développer les nouvelles de cette édition, nous ouvrons avec un entretien téléphonique de premier plan. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu hier avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi. Au cours de cet échange, les deux chefs d'État ont réaffirmé l'importance des relations bilatérales privilégiées qui lient les deux nations, qui lient leurs nations, et ont abordé les grandes questions d'actualité tant régionales qu'arabes. Cet échange a aussi été l'occasion de réitérer leur engagement commun pour la paix et la stabilité dans la région. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre des consultations régulières du président Guelleh avec les dirigeants des pays amis et frères. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné du ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouassama Dirie, est arrivé hier soir, dans la capitale burundaise, Bujumbura, pour participer au 23e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Dès son arrivée à l'aéroport international, il a été chaleureusement accueilli par le ministre des Affaires étrangères du Burundi, entouré de hauts dignitaires burundais. La cérémonie de bienvenue, imprégnée de la culture locale, a été marquée par des danses et chants traditionnels réservés aux invités de marque. Cet accueil symbolise non seulement l'importance du sommet, mais aussi la volonté de renforcer les liens d'amitié entre les pays membres. Ce sommet qui s'inscrit dans la continuité de la réunion des ministres des Affaires étrangères tenue en amont réunira les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du COMESA. Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, a représenté notre pays lors de cette rencontre préparatoire où les ministres ont discuté des principaux enjeux et priorités régionales. Le thème principal de ce 23e sommet est l'accélération de l'intégration régionale en mettant un accent particulier sur le développement des chaînes de valeur régionales dans les secteurs clés. Il s'agit notamment de l'agriculture résiliente face au changement climatique, de l'exploitation minière responsable du développement touristique. Ces domaines ont été donc identifiés comme des moteurs potentiels pour une croissance durable et inclusive dans la région en tenant compte des défis posés par le changement climatique, la sécurité alimentaire et la nécessité de diversifier les économies locales. En marge de ces discussions, le Premier ministre a été convié à un dîner de gala offert par les autorités burundaises. Cet événement a permis de poursuivre les échanges dans un cadre moins formel, favorisant les discussions bilatérales et les rencontres informelles entre les dirigeants présents. Ce type de rencontre renforce la coopération et la solidarité entre les nations du COMESA dans un contexte international marqué par des défis économiques et géopolitiques croissants. Ce sommet est ainsi l'occasion pour notre pays de réaffirmer son engagement envers l'intégration régionale tout en mettant en avant ses propres initiatives et projets dans les secteurs stratégiques pour l'économie nationale. Hier soir, les locaux de la primature de Mogadiscio ont accueilli une soirée de gala prestigieuse en l'honneur du président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed Letta. Cette réception orchestrée par M. Cheikh Aden Mohamed Nour, président de l'Assemblée nationale de Somalie, a été marquée par une ambiance de ferveur et d'enthousiasme. L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités de haut rang, notamment le Premier ministre somalien Hamza Abdi et le ministre des Affaires étrangères Ahmed Moualem Ferré, ainsi que plusieurs membres influents du gouvernement. Parmi les invités d'honneur figuraient également M. Abdelaziz Mohamed Hassan, président de la région sud-ouest Ahmed Abdi Karieh, président de la région de Galmudug, et Ali Abdillahi Hassan, président de la région de Hirshabelle. En réponse à la sollicitation du peuple somalien et pour célébrer l'histoire commune des deux nations, en particulier la conférence d'Arta, le groupe national d'Egan
a été convié à animer la soirée. Ce dernier a offert des performances vibrantes chargées de nostalgie. Le célèbre groupe musical somalien Encode a également participé à ces festivités, enrichissant ainsi l'événement d'une touche musicale inoubliable. Djibouti walaba matana parlamana leenuna walaba matana adaniya dilaytaya walaba walalo kalama min waligo walaba walalo kalama min waligo Mogadiscio via Djibouti walaba matana. Retour à Djibouti, l'université de Djibouti a organisé hier un atelier international sur la modélisation mathématique et les innovations en sciences des données, réunissant des experts pour donc explorer l'impact de ces avancées dans les domaines stratégiques, affirmant ainsi son rôle de leader académique et scientifique. La suite avec Samant Al-Saïd. Internationale, régionale, institution nationale. L'objectif de cette rencontre était de favoriser les échanges approfondis autour de la modélisation mathématique avancée appliquée et de domaines clés tels que l'épidémiologie, le climat, l'environnement, la démographie et la gestion portuaire. Axé sur les dernières innovations en sciences des données, cet atelier a mis en lumière l'impact essentiel de ces avancées pour la mise en place des décisions stratégiques en rassemblant des chercheurs et professionnels. L'événement a permis d'explorer l'utilisation des techniques mathématiques de pointe pour analyser des problèmes complexes et fournir d'informations exploitables, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles applications pratiques dans divers domaines et secteurs. La modélisation mathématique, qu'est-ce que c'est? Je pense que je parle sous le contrôle des spécialistes, mais c'est d'abord comprendre des phénomènes complexes, les traduire mathématiquement pour en tirer des résultats qui puissent, surtout pour nos pays en voie de développement, être importants pour le développement de nos pays. Les phénomènes complexes, c'est les changements climatiques. Et on souhaiterait davantage, énormément, monsieur le directeur général du CER, travailler vraiment avec l'OREC dans ce domaine, parce que je sais que vous avez un réseau de capteurs, etc., des données, et de permettre aux collègues du laboratoire de mathématiques de pouvoir travailler sur ces données et sur ces modèles, Inch'Allah. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed. C'est toujours avec un réel plaisir et un enthousiasme que je viens à votre rencontre à l'université. Je ne peux cacher ma fierté que nous débattions ici à Djibouti, dans cette université, l'université de Djibouti, de la modélisation mathématique appliquée à l'épidémiologie, au climat, à l'environnement et plus économique encore, la gestion des ports. Que des progrès, je dirais, depuis la création de l'université par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et quelle réussite, et nous en sommes fiers, dans le renforcement des capacités et dans la formation de nos cadres enseignants-chercheurs que je félicite du fond du cœur et que j'applaudis. Je tiens à ce titre, encore une fois, à féliciter le président de l'université, les organisateurs, pour un tel événement peu commun et souhaiter la bienvenue à tous nos invités régionaux et internationaux.
C'est d'ailleurs dans ce sens que le président de la République a initié il y a plus de 2 ans maintenant, en présence de ses homologues présidents régionaux, l'Observatoire de recherche régionale pour l'environnement et le climat. Mesdames et messieurs, chercheurs, vos recherches sur la modélisation mathématique nous permettra de créer des représentations abstraites de systèmes réels, facilitant ainsi l'analyse et l'optimisation. Grâce aux équations, aux algorithmes, vous nous aidez à simplifier des problèmes complexes et à anticiper les comportements, ce qui est essentiel pour de nombreux projets de recherche et en développement. Aujourd'hui, les mathématiques appliquées sont les fondements même de nos capacités prédictives et de notre compréhension des interactions entre variables dans les systèmes dynamiques. La célébration du 101e anniversaire de la République de Turquie s'est déroulée hier soir au Sheraton Hotel sous l'égide du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et de l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, Erdal Sabri Ergen. L'événement a réuni plusieurs parlementaires ainsi que de nombreux membres de la communauté diplomatique et locale. La cérémonie a débuté par des discours marquants retraçant les réalisations de la Turquie au cours du dernier siècle. Dr Nabil Mohamed Ahmed a mis en avant l'importance de cet anniversaire pour renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Turquie et Djibouti. L'ambassadeur a quant à lui exprimé sa gratitude envers la communauté djiboutienne pour son soutien constant. Des performances artistiques, des expositions culturelles et des activités dédiées à la jeunesse sont animées l'événement, offrant un hommage vibrant au patrimoine turc. Je souhaite la bienvenue à cette réception que nous organisons à l'occasion de la fête nationale de la République de Turquie le 29 octobre. C'est pour moi un immense honneur de vous accueillir ici aujourd'hui et de partager avec vous ce moment si important pour mon pays, la Turquie. Aujourd'hui, nous marquons le 101e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie par le grand leader Mustafa Kemal Atatürk, après une lutte acharnée pour l'indépendance et la souveraineté de notre nation. Ce jour est le symbole de la volonté du peuple turc de construire un État moderne, démocratique et laïque, fondé sur la justice et le respect des droits de l'homme. L'histoire de la République de Turquie est l'histoire d'une transformation profonde. C'est une histoire de réformes sociales, économiques, politiques qui ont permis à la Turquie de s'élever au rang des nations modernes tout en restant profondément ancrée dans ses valeurs et sa culture. Nous engageons en faveur de la paix, de la stabilité et du développement qui se traduit en une diplomatie multidimensionnelle. Cet anniversaire est l'occasion de célébrer notre histoire partagée et de consolider un avenir commun, a déclaré Dr Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l'Enseignement supérieur, que je propose de l'écouter. Ambassadeur, vous avez tout dit. Je vais essayer de reprendre un certain nombre d'éléments que vous avez cités, mais vous dire d'abord que je suis très heureux d'être parmi vous, et ceci à plusieurs titres. Le premier, c'est que nous célébrons le 101e anniversaire de votre République, de votre chère République. 100 ans dans un pays, c'est peu,
et ça peut paraître beaucoup. Le message qui nous a été adressé par son Excellence le Président de la République, son Excellence Erdogan, a tracé toute l'histoire, mais également l'espoir qu'il fonde en matière de stabilité, de développement économique, de développement écologique pour le bien-être de tous et celui de l'humanité. En ce qui concerne Djibouti, vous avez parlé des très bonnes relations que nous avons entre les deux pays, de l'amitié qui relie le président Guelleh avec le président Erdogan, de leur vision du monde en matière de stabilité, en matière de paix, en matière de partage, en matière de développement socio-économique. Je voudrais juste citer l'importance des échanges commerciaux entre les deux pays et je dirais que j'ai eu la chance, étant ministre depuis 2011, de voir l'évolution en si peu de temps. Ce que nous avons construit ensemble en 10 ans, les échanges commerciaux entre nos deux pays sont là, marquants et parmi les plus importants en Afrique. Le président de l'université de Tianjin pour les techniques ferroviaires a récemment visité Djibouti pour renforcer le partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale en vue de transformer l'atelier Luban en un centre d'excellence pour la formation technique ferroviaire, consolidant ainsi les relations stratégiques entre la Chine et Djibouti. Voici un magazine de la rédaction. Le président de l'université de Tianjin pour les techniques ferroviaires a effectué une visite opportune à Djibouti. L'occasion pour lui de renouveler l'accord de partenariat entre son institution et le MENFOP pour faire de l'atelier Luban un centre d'excellence dans les métiers du transport ferroviaire. C'est imposé comme un centre de formation d'excellence dans les métiers du transport ferroviaire. C'est l'objet de l'accord renouvelé entre le MENFOP et l'université de Tianjin pour les techniques ferroviaires. Un accord qui s'inscrit dans le cadre des partenariats stratégiques entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine. Arrivé le dimanche 27 octobre dernier, le président de l'université de Tianjin pour les techniques ferroviaires a été à la tête d'une forte délégation de hauts responsables de son institution qui a effectué une importante visite chinoise à Djibouti. Une visite opportune visant à renforcer la coopération éducative et technique autour de l'atelier Luban, le premier du genre sur le continent africain. Cet atelier implanté au lycée industriel et commercial de Djibouti symbolise la volonté de deux pays à bâtir une formation technique professionnelle d'excellence en faveur de jeunes talents djiboutiens. Le lundi 28 octobre, la délégation chinoise a visité le lycée industriel et commercial de Djibouti, où elle a pu échanger avec les enseignants djiboutiens et les hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, afin de faire un point détaillé sur les avancées des formations. Ces échanges ont porté sur l'état d'avancement des programmes de formation proposés par l'atelier Luban, entretien et modernisation des équipements, ainsi que les besoins en matière de renforcement des capacités pédagogiques des formateurs djiboutiens. La délégation chinoise a également pu constater le succès atteint dans les différentes spécialités de formation de l'atelier Luban à Djibouti, menant aux licences professionnelles, l'exploitation et gestion ferroviaire, ingénierie et technique ferroviaire, commerce international et gestion logistique, tous dispensés en collaboration avec l'université professionnelle de Tianjin et le premier lycée professionnel commercial de Tianjin. La signature d'accord sur la co-construction de l'atelier Luban a eu lieu le journée du 30 octobre 2024, a été marquée par la signature officielle d'un nouvel accord de coopération entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine, visant ainsi à transformer l'atelier Luban en un centre de formation d'excellence au métier du transport ferroviaire, avec le développement des compétences répondant aux besoins de développement économique du pays. Cet accord engage les deux parties à travailler ensemble pour le renforcement des infrastructures et équipements pour accompagner le développement de nouvelles filières en adéquation avec les besoins du secteur ferroviaire et d'autres industries en expansion. L'élargissement des formations professionnelles en diversifiant les programmes et assurant qu'ils répondent aux besoins du marché de l'emploi local. Le développement des compétences d'enseignement en initiant des programmes de formation continue et d'échange à savoir-faire les enseignants djiboutiens et leurs homologues chinois. Ainsi, cet accord, un élan pour la formation professionnelle
Et ce partenariat, basé sur un transfert de compétences, est une vision partagée et technique conférée à l'atelier Louban, une place de premier plan en Afrique dans le domaine de la formation professionnelle, contribuant ainsi à l'ambition de Djibouti de devenir pour les jeunes ressortissants des pays de sous-région une destination d'excellence en enseignement technique et formation professionnelle pour le secteur du transport et la logistique. Cet nouvel accord souligne la volonté commune des autorités djiboutiennes et chinoises de renforcer les capacités humaines et les capacités techniques des jeunes djiboutiens, leur offrant ainsi les perspectives prometteuses et participant activement au développement économique de la République de Djibouti. À tout seigneur, tout honneur, le président de l'université Tanjin et Polytechnique ferroviaire et sa délégation ont reçu les cadeaux de grande valeur et ont été honorés d'une soirée culturelle au Sheraton Hotel offerte par le MENFOP. L'occasion pour les visiteurs de marque de découvrir les folklores et la culture djiboutienne dans toutes ses expressions et tout faire quelque part de danse, du karaoké sur des tubes de la chanson chinoise. Une soirée riche, mémorable, qui a enchanté le président et sa suite en guise de cadeau de départ avant de rentrer en Chine. Ce matin, la DDS a donc reçu M. Philippe Crépy du HCR pour discuter de nouvelles collaborations visant à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables à Djibouti, soulignant l'engagement de l'institution dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. L'Agence djiboutienne de développement social a eu l'honneur d'accueillir M. Philippe Crépy, représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés. Cette rencontre a permis de discuter les initiatives visant à améliorer les conditions de vie de la population vulnérable à Djibouti. Le directeur général de la DDS, Mehdi Mohamed Jama, a présenté le plan d'action et l'institution qui œuvre sans relâche pour l'éradication de la pauvreté au sein de la société. Il a souligné l'importance de la collaboration entre les différentes organisations humanitaires pour faire face aux défis socio-économiques actuels. La rencontre a également permis d'échanger sur les projets en cours et explorer les nouvelles opportunités de coopération pour renforcer l'impact des initiatives de développement social. La DDS reste déterminée à poursuivre ses efforts pour améliorer le bien-être des communautés en collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux. De la part du Haut Commissariat pour les réfugiés, que je représente ici, la DDS n'est pas seulement un partenaire clé, mais c'est aussi, je pense, l'espoir pour beaucoup de populations vulnérables. Je fais allusion notamment aux femmes, aux enfants et à la jeunesse. Permettez-moi aussi, avant de continuer, de vous remercier pour l'accueil très très chaleureux. Je suis très très impressionné d'avoir toutes les équipes ici réunies et aussi de la présentation brillante par le directeur général lui-même. C'est beaucoup d'humilité. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié et soyez sûrs que je transmettrai acquis de droit. Comme je l'ai dit, nous sommes ensemble dans le même bateau. Je pense que j'ai pu analyser, explorer et observer votre approche de proximité que le HCR aussi, le Haut Commissariat pour les réfugiés, a. C'est la même similitude. Je suis vraiment conscient, avant même de venir ici, de tout le partenariat qui avait été fait les années passées avec vous. Et j'en suis ravi, au nom des réfugiés, pas seulement sur les microcrédits ou l'éducation ou les panneaux solaires, mais sur l'ensemble. Je pense aussi, bien entendu en priorité, aussi à la population haute. Notre approche, elle est holistique, c'est-à-dire globale. Réfugiés, population haute, toujours dans le maintien de l'existence pacifique. Le directeur général de la DDS a affirmé que leur mission est de soutenir les plus démunis et de travailler main dans la main avec des partenaires tels que le HCR pour bâtir des solutions durables et inclusives. On l'écoute. Pour nous, c'est vraiment un honneur de recevoir à la DDS le représentant du HCR qui est venu nous honorer de sa présence. Donc nous avons profité un peu de cette présence pour expliquer c'est quoi la DDS, quels sont nos domaines d'intervention, que ce soit pour la communauté haute ou que ce soit pour les réfugiés. Pour nous, les réfugiés sont des citoyens.
à part entière. Hein. Donc, ce sont des gens qui sont sur notre territoire, qui ont, avec la loi et les décrets relatifs à leur situation, les mêmes droits que les Djiboutiens, droit à la protection, droit à l'éducation, droit à la santé. Et donc, dans ce cadre-là, nous travaillons avec les réfugiés, les communautés hautes, pour développer, pour mettre en place des infrastructures sociales de base, comme je l'ai expliqué, pour également créer des AGR. Nous travaillons beaucoup sur l'autonomisation des communautés hautes et communautés réfugiées, c'est très important. Nous avons eu 4 financements avec le HCR, et ça c'est vraiment extrêmement important parce que ça permet à ces gens-là d'avoir de l'espoir. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils ont pu, comme on a pu le montrer, hein, créer des AGR. Ils sont devenus aussi des contribuables, comme les Djiboutiens, et c'est vraiment très, très important. Dans l'actualité également, comme à l'accoutumée, le ministère du Commerce et du Tourisme poursuit ses opérations de contrôle sur le terrain pour observer l'évolution des prix des denrées de première nécessité. L'objectif principal de ces interventions est double. D'une part, garantir la disponibilité des produits essentiels sur le marché et d'autre part, veiller au respect des prix homologués par les autorités compétentes. Dans ce cadre, les agents de contrôle du ministère se sont rendus au marché Riyad pour vérifier l'affichage des prix et la disponibilité des stocks de produits alimentaires. À cette occasion, le département du commerce intérieur informe la population que les prix des produits de base ont connu une baisse au cours des 4 derniers mois. Il encourage également les consommateurs à demander un reçu lors de leurs achats afin de promouvoir la transparence commerciale. Et à l'issue de ces opérations, les responsables ont lancé un appel aux opérateurs économiques pour qu'ils respectent scrupuleusement les prix fixés par le ministère, en rappelant que les pratiques inflationnistes ne seront plus tolérées car elles nuisent au pouvoir d'achat des ménages djiboutiens. Écoutons le mot du directeur du commerce intérieur. Le ministère du Commerce et du Tourisme continue ses opérations de contrôle sur le terrain en vue de constater l'évolution des prix des denrées alimentaires de première nécessité. L'objectif principal de cette opération consiste à s'assurer d'une part de la disponibilité des denrées alimentaires et d'autre part de respecter le prix homologué par le ministère du Commerce. Dans ce cadre, les agents du ministère du Commerce et du Tourisme ont procédé ce matin une descente au marché Riyad pour constater l'affichage des prix et la disponibilité des stocks de denrées alimentaires. Le département du commerce intérieur saisit pour informer la population que les produits de base ont connu une baisse durant ces 4 derniers mois. À l'issue de cette opération, les responsables du ministère du Commerce profitent de cette occasion pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques à se conformer aux prix homologués par le ministère du Commerce. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la fille qui s'est tenue à l'école fondamentale d'Abaïtou, l'inspecteur de la région et chef du service régional de l'éducation, M. Hafid Mohamed Qaïd, a donc souligné l'importance des efforts déployés par le ministère de l'Éducation nationale sous la direction du ministre de l'Éducation, Moustapha Mohamed Mahmoud, pour instaurer l'égalité entre filles et garçons dans nos écoles. Il a également réaffirmé l'engagement à promouvoir l'égalité des chances et à garantir l'accès à une éducation de qualité pour toutes les filles. S'adressant aux parents, l'inspecteur a rappelé leur devoir de veiller à ce que chaque fille puisse bénéficier d'une éducation de qualité. À l'intention des filles, il a délivré un message d'encouragement. Restez motivés, travaillez avec assiduité et faites de votre éducation une priorité. Ne laissez personne vous décourager ou vous détourner de votre chemin. L'inspecteur a également exprimé sa gratitude envers les partenaires pour leur souhait indéfectible à l'éducation des filles, soulignant que leur engagement constitue une véritable source d'inspiration pour tous. Il a enfin remercié le préfet de la région ainsi que le président du conseil régional pour leur disponibilité au service de l'éducation à Dikil.
La journée s'est conclue par la remise de trophées aux équipes gagnantes du tournoi de football et aux lauréats de la meilleure production artistique. Elle m'a aidée alors que je n'avais pas l'espoir de reprendre, de continuer en toute dignité mes années d'études au lycée. Aussi, toutes les filles, de ne jamais abandonner, de ne pas peser le roi, car l'école est à nous tous et un atout pour nous tous. Et pour tout le monde, de sortir de l'obscurité et de l'ignorance, un atout qui peut nous garantir notre avenir, notre grandeur et assurer notre place dans notre pays. Lors de la journée internationale de la jeune fille à l'école fondamentale d'Abaïtou, le représentant de l'UNICEF a souligné l'importance de l'éducation des filles pour une société équitable. La représentante de l'UNICEF et le président du conseil régional de Dikil a quant à lui salué les initiatives de promotion de l'éducation des filles et a évoqué les efforts du conseil pour améliorer les infrastructures scolaires et favoriser un environnement d'apprentissage positif. Aujourd'hui, la journée internationale de la rétention des jeunes filles à l'école avec l'UNICEF qui promouvoit la scolarisation des jeunes filles. En effet, il est important de rappeler que dans le passé, l'accès à l'éducation nationale pour les jeunes filles était dérisoire, mais de nos jours, ce n'est plus le cas, car le résultat de tant d'années a donné ses fruits. Grâce à la politique et la bonne vision du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, sous l'impulsion de notre ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, le but est de mettre sur les mêmes pieds d'égalité des chances au niveau de scolarisation des garçons et des filles. L'objectif général est de permettre à l'enfant, quel que soit le sexe, l'équilibre, l'égalité des chances, non seulement à l'éducation, mais aussi dans toutes les instances de la vie, afin de développer l'autonomie de l'enfant tout en stimulant ses compétences, ses capacités d'apprentissage et ses aptitudes dans le respect de la dignité humaine, l'estime et la confiance en soi. Je me retrouve au sein du collège de Abaïtou pour prendre part aux activités de célébration de la Journée internationale de la fille autour du thème retenu cette année, la vision des filles pour l'avenir. Le 11 octobre est la Journée internationale de la fille, journée qui est consacrée à célébrer les voix et les capacités des filles, à défendre leurs droits partout dans le monde et à réfléchir aux défis auxquels elles demeurent confrontées à raison de leur genre. Lors de son discours, M. Hafid Mohamed Kaïd a délivré un message fort aux filles présentes. Il les a encouragées à poursuivre leurs rêves éducatifs sans se laisser décourager. Son appel à la motivation et à l'assiduité a résonné comme un écho des valeurs d'égalité et d'émancipation portées par l'événement. Nous l'écoutons. En ce jour où nous célébrons les progrès que nous avons réalisés dans la rétention des filles à l'école, c'est avec fierté que je prends la parole pour souligner l'effort du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à sa tête son Excellence, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, pour le combat qu'il a mené pour rendre l'égalité de sexe et l'inclusion des jeunes filles dans notre système éducatif une réalité. Depuis de nombreuses années, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a mis en place une série d'actions visant à encourager et à soutenir la scolarisation des filles. Parmi ces actions, les campagnes de sensibilisation ont été un outil vital dans la lutte contre la stéréotype de genre qui peuvent limiter les aspirations des jeunes filles. En cassant les barrières sociales et culturelles, nous avons progressivement ouvert la voie à un environnement scolaire plus inclusif et équitable pour tous. De plus, des formations spécifiques ont été développées pour les enseignants afin de les sensibiliser à la question de l'égalité de sexe et de les outiller pour les accompagner au mieux de tous les élèves, quel que soit leur genre. À la une également, le LANA, le Laboratoire national d'analyse et d'agroalimentaire, est actuellement en tournée d'audit et d'inspection dans les entrepôts
dans les entrepôts et boutiques des 5 régions de l'intérieur, et ce dans le cadre d'un programme de suivi et de surveillance régulier de la qualité des denrées alimentaires consommées par les populations locales. La brigade mobile du laboratoire LANA, composée d'ingénieurs spécialisés en qualité et sécurité alimentaire, ainsi que des techniciens supérieurs, s'est rendue à Lissabié. Le préfet Abdelmalik Mohamed Benouta leur a réservé un accueil chaleureux dans ses bureaux. Au cours de cette rencontre, le préfet a exprimé sa gratitude envers les inspecteurs pour leur collaboration et leur engagement en faveur de la santé publique. Et après la réunion, l'équipe de la brigade mobile, en collaboration avec des éléments de la gendarmerie, a procédé à des contrôles dans divers points de vente de denrées alimentaires, notamment dans les grands entrepôts, les boutiques et chez les détaillants. Lors de ces inspections, plusieurs infractions ont été constatées liées à l'entreposage, à la conservation et à la date de péremption des produits. Dans le cadre du projet Participation à la société civile, à la gouvernance et au développement local à Djibouti, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones, l'équipe du projet a récemment achevé sa 3e mission de suivi et évaluation à Adaïlou. Cette mission avait pour objectif de faire le point sur les initiatives en cours et de mesurer leur impact concret sur les communautés locales. Au cours de cette mission, plusieurs avancées significatives ont été observées. Parmi elles, la sensibilisation des communautés du bassin versant de Ouima, en effet, aux effets du changement climatique qui a mobilisé les populations autour de questions environnementales essentielles. Ces sessions de sensibilisation ont renforcé la résilience des habitants face aux aléas climatiques croissants. Un des temps forts de cette mission a été la création d'espaces pilotes protégés à Bah Loïta, à 6 km au sud de Adaïlou. Ces zones sont dédiées à des activités de restauration écologique telles que le reboisement, la régénération naturelle assistée, la restauration des sols et le captage des eaux de ruissellement. Ces initiatives visent à revitaliser les terres tout en créant des opportunités directes pour les communautés bénéficiaires. Ce projet a été financé par l'Union européenne et exécuté par l'AMF en collaboration avec l'ANCLD. Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus sur le terrain. Nous le félicitons suite aux discussions qu'on vient de faire avec la communauté, les bénéficiaires de ce projet. Et tout le monde nous a parlé de son intérêt, l'avantage qu'elle apporte pour la communauté et pour la localité. C'est une plante qui sert à beaucoup de choses, à l'alimentation du bétail, à l'intérêt cosmétique, et elle a beaucoup d'avantages pour l'environnement aussi. Ça empêche la dégradation de l'environnement, ça peut jouer le rôle de rempart aussi. Donc nous sommes très très contents du résultat de ce projet. Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de marchandises, les agents de la douane de la brigade de PK51 en collaboration avec la gendarmerie de la brigade routière ont intercepté un camion transportant une importante quantité de khat et de cigarettes de contrebande destinées à être acheminées vers la capitale. Cette saisie significative témoigne de la détermination des autorités à combattre ce fléau. Les produits saisis ont été immédiatement incinérés sur le terrain, affirmant ainsi l'engagement du pays à éradiquer ce phénomène de manière résolue. La brigade des douanes a veillé à respecter les procédures standards en vigueur lors de cette destruction en collaboration avec les forces armées. Monsieur Soleiman Jama, chef de l'équipe mobile des douanes, a souligné que la lutte contre le trafic illicite de marchandises se poursuivra de manière ininterrompue. Il a également averti les contrebandiers en déclarant « Nous restons vigilants face à ces activités qui déstabilisent notre économie ». Les gendarmes de la brigade de sécurité routière de PK12 et de la brigade de Ouéha sont intervenus hier simultanément sur les sites de Ouéha et de Omar Jaga suite à un appel d'urgence émis par le centre opérationnel de la gendarmerie. Cet appel signalait 2 accidents de la circulation impliquant des camions remorques renversés sur la route nationale numéro 1. Conséquence des conditions météorologiques défavorables, les gendarmes ont rapidement sécurisé les lieux et dégagé la chaussée, partiellement obstruée par les véhicules accidentés, permettant de rétablir la circulation sur ce corridor essentiel. Leur intervention a ainsi permis d'éviter des embouteillages majeurs.
Une équipe logistique a également été mobilisée pour relever les camions sur les 2 sites concernés. Les opérations de dégagement se sont poursuivies jusqu'au rétablissement complet du trafic sur la route nationale numéro 1. Le haut commandement de la gendarmerie rappelle aux usagers de la route l'importance de la prudence et du respect du code de la route, notamment en cas d'intempéries. À l'international, la décision d'Israël d'interdire l'UNRWA à Gaza, selon l'UNICEF, représente une punition collective qui compromet l'aide essentielle aux enfants, qualifiant cette mesure de nouvelle façon de tuer des enfants. Samad El-Saïd nous en dit plus. Les agences des Nations Unies ont qualifié la décision d'Israël d'interdire l'Office des secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens dans le Proche-Orient, l'UNRWA, des punitions collectives à l'encontre des habitants de Gaza. L'UNRWA fournit à la quasi-totalité de la population de Gaza des produits de première nécessité à répondre à ses besoins en passant par Israël. Israël a adopté une loi interdisant à l'agence d'opérer en affirmant que les personnels de l'UNRWA étaient impliqués dans l'attaque du 7 octobre. James Weather, porte-parole de l'UNICEF, affirme que ces décisions signifient un nouveau moyen qui a été trouvé pour tuer des enfants. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec l'information. Très bel après-midi à tous.